Si toi aussi tu veux connaître les secrets de la Russie et de Monsieur Poutine, alors tu es sur la bonne chaîne. Tu es sur TPMH. Touche pas mon histoire, touche pas mon humanité. Et c'est tout de suite. Alors, cette fois-ci, on va parler du Code des lois de la Grande Loge Astrée. Fameuse loge de Saint-Pétersbourg. Alors, c'est en 1817, à Londres, qu'ont été éditées ces fameuses lois qui régissent la loge de Saint-Pétersbourg. Première partie, le pacte fondamental et les statuts généraux. Introduction. Toute association, pour être durable, doit reposer sur un pacte commun qui, fixant les droits généraux et particuliers des membres, légitime et régularise son organisation. D'après ce principe, un Grand Orient, une Grande Loge, une loge mère ne peuvent être considérés comme légalement organisés qu'autant qu'ils sont formés sur des règles constitutionnelles. Ce pacte, en établissant des lois positives, oblige tous les membres à leur stricte observance. Il est pacte d'union parce qu'il doit être l'ouvrage de la libre volonté des sociétaires pour concourir tous au même but. Il l'est encore de réception lorsque nul nouveau membre ne peut y être admis qu'en vertu des formes établies par sa constitution, et chaque sociétaire étant obligé de soumettre sa volonté particulière à la volonté générale pour le bien commun de l'ordre, lui attribue alors la dénomination de pacte de soumission. Un pacte fondamental doit donc renfermer tout ce qui a rapport à l'organisation d'une grande loge, et rejeter tout ce que d'anciens usages ou des droits usurpés auraient pu y introduire. Tel est l'esprit qui a guidé les loges réunies sous la direction de la Grande Loge Astrée, dont la constitution est basée sur ces deux principes incontestables. Numéro 1. Que toute société privée de droit coercitif doit veiller constamment à ce que le bon ordre et le bien qui doit en résulter ne dépendent pas des qualités accidentelles des chefs, puisqu'ils peuvent la quitter ou changer de conduite et qu'ils sont mortels, mais de son organisation fondamentale ou de la forme de sa constitution. Numéro 2. Qu'une société n'est réellement bien organisée qu'autant que ses chefs, revêtus de l'autorité absolue en vertu de la Constitution, ne peuvent l'exercer que pour opérer le bien, sans pouvoir faire le mal, ni procéder arbitrairement. C'est en conformité de ces principes que l'on a réglé et fixé les pouvoirs des diverses autorités administratives, que l'on a conféré des droits aux loges, aux dignitaires et aux membres, et que l'on a posé des bornes à ces mêmes droits, d'après ce qu'exige le maintien et l'affermissement de l'ordre social. Aucune autorité administrative, aucune loge et nul officier, ni membre de la Grande Loge Astrée, ne pourront s'arroger ni faire valoir des droits qui ne leur seraient pas accordés par le pacte fondamental
ou qui n'en découlerait pas clairement. Ce code des lois maçonniques de la Grande Loge Astrée sera divisé en deux parties. Dans la première, on a déterminé la forme immuable de la puissance législative, exécutrice et administrative. De cette triple puissance découlent les bases sur lesquelles reposeront les statuts et règlements que doivent suivre les loges réunies sous la direction de cette autorité maçonnique et dont les développements formeront la seconde partie. Chapitre 1er. Les bases générales. Pacte fondamental de réunion conclu entre les loges justes et parfaites, de Pierre à la vérité. La Palestine, Isis et Neptune à l'Espérance, pour la formation de la Grande Loge Astrée. Paragraphe 1er, article 1er. Les 4 loges ci-dessus nommées se réunissent pour constituer une autorité suprême maçonnique, chargée de la direction générale de leurs affaires, sous le nom distinctif de la Grande Loge Astrée, présidée par un grand maître éligible tous les 2 ans à la pluralité des voix, lequel sera auprès du gouvernement l'organe et le répondant de la dite Grande Loge, qui exécutera toujours fidèlement ses ordres relatifs à l'État. Article 2. La Grande Loge Astrée, ainsi que les loges qui travaillent sous sa direction, déclarent n'avoir aucun secret pour l'autorité suprême de l'État. Article 3. Ces loges présenteront leur code de loi à la dite autorité, afin de s'assurer qu'il ne renferme rien qu'elle puisse désapprouver. Article 4. Elles déclarent ne dépendre, ni directement, ni indirectement, d'aucun système admettant des supérieurs inconnus, ni de Grand Orient ou Grande Loge, des pays étrangers, quelconque, et de ne jamais pouvoir en dépendre. Article 5. Elle déclare n'avoir rien de commun avec les rêveries des mystagogues, les principes des illuminés, l'alchimie ou des idées et objets semblables, contraires aux lois naturelles et positives, ni de travailler au rétablissement d'anciens ordres de chevalerie. Article 6. Elle déclare n'avoir d'autre but dans leurs travaux que l'augmentation de la félicité humaine, en inspirant l'amour des vertus morales, des sentiments religieux, le dévouement le plus entier au souverain et la soumission la plus stricte aux lois de l'État. Article 7. Elles reconnaissent pour principe irrévocable et fondamental de leur union et de l'organisation de la Grande Loge l'égalité de la représentation, de manière que chaque loge associée à cette réunion jouisse d'un droit parfaitement égal à l'administration générale des affaires maçonniques. Article 8. Elles reconnaissent pour base inséparable de la vraie maçonnerie et pour condition irrévocable
de leurs réunions. La tolérance de tous les rites et systèmes maçonniques reconnus et professés actuellement par d'autres grands orients ou grandes loges, de manière que chaque loge travaillant sous la constitution de la Grande Loge Astrée peut choisir le rite qui lui plaira, sous les conditions suivantes. Numéro 1. Que l'autorité suprême de l'État n'ait rien à opposer à l'introduction d'un de ces rites. Numéro 2. Que la Grande Loge Astrée, étant une autorité suprême, uniquement pour les 3 grades symboliques ou de Saint Jean, les rites qui admettent au-dessus du grade de maître un plus ou moins grand nombre de grades, degrés de connaissance, n'accordent à ces grades supérieurs, faisant partie du rite de l'un ou de l'autre des systèmes approuvés et permis par la Grande Loge. Petit a. Aucun droit à l'organisation, à l'administration ou à la direction de la Grande Loge, ni des loges de Saint-Jean en particulier. Petit b. Aucun droit aux possesseurs de ces hauts grades de prendre part, comme tel, à la direction et administration des affaires maçonniques de la Grande Loge, ni à celle des loges de Saint-Jean. D'où il s'ensuit. Petit 1. Que jamais les possesseurs des hauts grades ne peuvent, comme tels, s'ils ne sont vénérables, vénérables adjoints, premier ou second surveillant, représentants de loge de Saint-Jean, ou grands officiers de la Grande Loge, assister et voter dans la Grande Loge, de même que les membres de la Grande Loge ne peuvent prendre part aux travaux et à la direction des hauts grades s'ils ne les possèdent pas. Petit 2. Que rien de ce qui concerne les grades au-dessus de celui de maître ne peut être discuté ou jugé dans la Grande Loge. Article 9. La Grande Loge Astrée et les loges qui travaillent sous sa direction, quel que soit leur système, s'engagent à n'avoir rien de secret pour le grand maître de la Grande Loge et à l'initier en cas de besoin sous une simple obligation, dans tous leurs grades ou degrés de connaissance, et à lui référer, en rapport suivi, tout ce qui sera nécessaire pour le mettre en état de remplir, comme seul chef de cette réunion, la responsabilité qu'il a prise sur lui envers l'autorité suprême de l'État. Article 10. Une loge déjà existante ou bien nouvellement fondée qui veut se réunir sous la direction de la Grande Loge sera considérée avoir expressément accédé à ce pacte de réunion et y sera inscrite par la signature de ses représentants.